Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours dans cette émission, on parle des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Aujourd'hui, on parle bien sûr du sommet Choose France qui s'est ouvert aujourd'hui pour les entreprises tricolores. Première édition réservée aux investisseurs français. Et déjà, un record d'investissement, 30 milliards d'euros, devrait être investi pour soutenir la production nationale autour de 151 projets. Qu'en est-il de l'Île-de-France et de son attractivité réelle? Est-elle toujours la région amirale? Quelles sont les motivations de celles et ceux qui ont décidé d'investir, mais aussi de produire chez nous plutôt qu'ailleurs? On en parle ensemble dans une minute. En culture, une exposition de Jonathan Bertin, des œuvres entre photographie et peinture et un dialogue avec le courant impressionniste et nos territoires. Vous allez voir, c'est plein de couleurs. C'est un très joli travail autour du mouvement dont on parle tout à l'heure dans l'entretien culture. De l'histoire enfin, avec le Paris de Céline, un Paris qui regorge d'anecdotes historiques autour de ce personnage extrêmement controversé. On en parle tout à l'heure avec David Labreur qui a consacré un ouvrage. Neuvième édition franco-française pour le salon Choose France qui a déjà promis 30 milliards d'euros d'investissement au travers de 151 projets. Roland Lescure, le ministre de l'économie, s'en est félicité ce matin. Je vous propose qu'on l'écoute. On est... Des secteurs porteurs, mais qu'en est-il de l'Île-de-France? Eh bien, on va en parler longuement autour de la table avec nos invités. Évidemment, Alexandra Dublanche, merci beaucoup d'être en plateau. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, présidente de Choose Paris Région. Marie Vizot, rédactrice en chef au Figaro Économie. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie. Thomas Iria, président directeur général de Ion X. On est ravis de vous avoir avec nous. Et Aymeric Grange, cofondateur de 900 Care. Merci beaucoup, messieurs. Choose France, en français, choisir la France, un événement normalement consacré à présenter l'attractivité de notre pays aux entreprises internationales, à susciter des investissements aussi. C'est un peu normalement une grande opération séduction, Marie. Oui, effectivement, c'est, vous le disiez Victoire, une grand-messe qui a lieu tous les ans depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, réservée aux investisseurs étrangers. C'était un peu sa marque de fabrique à Emmanuel Macron, cette image business-friendly, venez investir chez nous, on vous accueille à bras ouverts, vous êtes là pour créer de l'activité, de la croissance, de l'emploi. Bon, cette année, c'est un petit peu différent, on reparlera peut-être du contexte dans lequel ça se passe tout à l'heure. Ils ont décidé avec le gouvernement de mettre en lumière les entreprises qui investissent, les entreprises tricolores qui investissent dans leur pays. C'est une approche un petit peu différente, un moyen aussi de dire tout n'est pas perdu dans notre pays et regardez, les entreprises de chez nous y investissent aussi. Oui, parce que demander des investissements aux étrangers sans investir chez nous, c'est pas forcément envoyer le bon message non plus. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un pouvoir d'investissement franco-français qui croit dans ces fleurons nationaux. En tout cas, il fallait que ce soit complémentaire et c'est ça qu'ils ont décidé de mettre en lumière aujourd'hui, encore une fois, hein, dans un contexte un petit peu particulier, parce que parallèlement, tous ces chefs d'entreprise s'inquiètent de ce qui se passe au niveau du vote du budget. Au niveau du vote du budget, ce qui se passe sur cette hérésie fiscale, hein, on pourra en reparler aussi. Les chefs d'entreprise, il y a des représentants patronaux qui ont écrit au Premier ministre pour leur signifier leur inquiétude sur cette folie fiscale qui est en train de se passer au Parlement. Hein. Le message aujourd'hui, c'était de dire les entreprises investissent, mais c'était aussi une forme de réassurance dans la confiance que le gouvernement met en eux. Une main tendue vers les entreprises. Oui, ils ont besoin d'être un tout petit peu cajolés en ce moment. Ce qui se passe à l'Assemblée n'est pas complètement le reflet de ce que souhaiterait le gouvernement. Donc il y a besoin de les rassurer. Avoir une communication claire envers nos entreprises françaises. Il fallait que ce soit assez clair. Hein. Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances, leur dit on est à vos côtés et je demande aux parlementaires d'être raisonnables. Voilà, on marche un petit peu sur les deux jambes là aujourd'hui à ce sommet de Choose France. Vous avez tout à fait raison de nous rappeler ce contexte parce qu'il infuse évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui au cœur de ce salon. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de montrer qu'il y a une capacité d'investissement française, nationale, cocorico, et puis derrière, qu'est-ce que ça dit aussi du potentiel de séduction, d'attractivité de nos fleurons français, notamment franciliens? On va en parler, on en a deux avec nous. Alors moi, je pense que c'est une bonne initiative. Il ne faut pas l'opposer au Choose France international parce que l'attractivité des investissements internationaux, c'est aussi de la création d'emplois sur le territoire. Mais il est très positif de mettre en avant
nos entreprises françaises qui investissent sur notre territoire. Ça veut dire qu'elles ont confiance en l'avenir, malgré le contexte encore. Mais en tout cas, nous, on se réjouit puisque l'Île-de-France, dans les investissements annoncés, alors certains étaient déjà annoncés, il y a un tiers à peu près qui sont nouveaux, mais l'Île-de-France est à nouveau la première en termes de montant d'investissement et ex-aequo dans le nombre de projets. Et moi, je me réjouis aussi de voir dans la liste énormément de projets qu'on a aidés avec Valérie Pécresse à s'implanter parce que, bien sûr, notre job numéro 1, c'est d'aider ces entreprises à investir. C'est la consécration de votre travail. Pas que nous, mais un travail collectif. Et nous, en tout cas, on met notre petite pierre à l'édifice pour faire en sorte que ces entreprises, elles ne partent pas ailleurs, qu'elles fassent toute leur R&D, etc. en France, en Île-de-France, qu'elles produisent en France. Ça produit de la valeur et puis ça crée des emplois. Exactement. Et nous, notre job, c'est d'aider ces entreprises à créer de l'emploi sur notre territoire francilien. On a des beaux exemples. On va leur demander ce qu'ils en pensent à ces entrepreneurs qui sont sur le plateau de Bienvenue en Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'on mette en valeur les investissements français et donc derrière, évidemment, les entreprises françaises? Alors, peut-être pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez Ionix, et puis ça illustrera mes propos par la suite. Ionix, nous, on est une deep tech française, cofondée en 2021 par le CNRS, et on développe des moteurs pour satellites. Donc on utilise tous aujourd'hui au quotidien des données satellitaires, que ce soit de la météo, du positionnement, de la télécommunication. Ces satellites ont besoin de moteurs pour rester en l'air, pour effectuer un certain nombre de corrections et puis pour éviter les débris et se désorbiter en fin de vie. Voilà, donc nous, on s'inscrit véritablement dans un projet deep tech dans le temps long, avec une science qui est quand même assez complexe, un produit qui est long à mettre en œuvre. Et donc, si vous voulez, sans vouloir commenter l'actualité politique qui est peut-être parfois un petit peu dure à suivre pour des entrepreneurs tels que nous, il faut comprendre qu'on s'inscrit vraiment, encore une fois, dans le temps long. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir compter sur le soutien de nos investisseurs, de nos partenaires, sur le long terme, de nos institutionnels, effectivement, dans le long terme. Et c'est aussi des enjeux de souveraineté nationale, pardon, mais ce que vous nous expliquez, c'est un projet qui nécessite qu'on garde ses connaissances, ses compétences et cette mainmise sur un sujet qui est important pour nous. Effectivement, alors si on regarde l'infrastructure spatiale, c'est quelque chose de complètement souverain. Effectivement, si on veut des constellations de télécommunications qui soient françaises, européennes, il faut qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de ces satellites, dont les moteurs. Et donc, c'est effectivement important d'avoir un motoriste français qui produise en France. Alors, nous, on produit et on assemble, mais il faut aussi comprendre qu'on a toute une chaîne de fournisseurs, des usineurs, quasiment exclusivement 100% de notre supply chain est française, plus de 60% de nos partenaires sont en Île-de-France. Donc, pour nous, c'est une fierté ? C'est une fierté, mais c'est surtout un gage de sécurité, de gain de qualité, de fiabilité, de confiance, qui nous permet d'être certains de la qualité de ce qu'on va produire. Et in fine, ça nous permet d'aller... C'est de la traçabilité. Et ça nous permet aussi d'aller plus vite et donc d'offrir à nos clients un meilleur produit. Et peut-être, je voulais revenir très rapidement sur ce que j'expliquais autour du soutien de nos partenaires institutionnels. On a la chance d'avoir pu bénéficier lors de notre dernier tour de table, notre série A qu'on a clos en fin de l'année dernière à hauteur de 13 millions d'euros. On a bénéficié du soutien de la région Île-de-France via le fonds réindustrialisation. Et donc ça illustre parfaitement ce que j'explique quand on dit qu'on a besoin d'un écosystème qui nous soutient dans le temps long. Et qui vous pousse sur le long terme. Aymeric Grange, on va parler de 900 Care. On est sur un sujet différent, une verticale complètement différente. Vous avez révolutionné notre manière de prendre soin de nous et de notre maison, avec des produits qui sont respectueux de l'environnement, qui nous permettent d'utiliser moins de plastique. Et vous allez nous raconter comment ça marche. On est parti d'un constat assez simple, c'est qu'un gel douche, quand vous l'achetez en grande surface, c'est quoi? C'est une bouteille en plastique que vous allez jeter et à l'intérieur 90% d'eau qu'on va faire voyager sur tout le territoire, ce qui génère énormément d'émissions de CO2. Et donc nous, l'idée toute bête, c'est de dire on va vous envoyer juste les ingrédients actifs. Ça a cette taille, la forme d'un petit bâtonnet. En gros, il faut imaginer un bouchon de liège de poudre compactée. Vous mettez votre bâtonnet dans votre bouteille réutilisable et vous rajoutez l'eau du robinet. Ça permet d'arrêter de jeter du plastique, d'arrêter de transporter de l'eau. Donc ça réduit les émissions de CO2 d'un facteur de 7 par rapport à un gel douche traditionnel, tout en gardant un vrai confort d'utilisation. On a d'ailleurs été élu meilleur gel douche par 60 millions de consommateurs récemment. Vous vous basez d'ailleurs sur une communauté de bêta-testeurs qui vous aide à améliorer la sensorialité des produits. On sait que c'est important puisque c'est aussi, derrière on pense au consommateur final, c'est aussi très important et vous impliquez des formules qui sont à 95% d'origine naturelle, là aussi avec une démarche au plus proche et de la production et de la consommation. Quand vous voyez ces entreprises, Alexandra Dublanche, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que c'est ce sur quoi on a envie de miser, d'investir, c'est les raisons pour lesquelles on a des raisons d'être fiers de produire en France? Vous avez
avez choisi des bons secteurs, puisqu'on a, voilà, on a aussi de la réindustrialisation décarbonée, de la décarbonation de l'économie plus globalement. Là, un secteur voilà, de souveraineté avec des enjeux de souveraineté, c'est pour ça qu'on accompagne Ionix depuis un petit moment. Et moi, je leur dis chapeau, parce que c'est pas toujours simple d'investir dans notre pays. Roland Lescure parlait de visibilité, de stabilité, c'est ça le plus important pour les entreprises. Voilà, et donc pour pouvoir prévoir avec des investissements massifs, quand on fait une usine de production, il faut avoir une vision à long terme. Et je pense que c'est ça dont ils ont besoin. On peut aussi parler de la baisse des charges, etc., des normes. Enfin, il y a pas mal de choses, mais la stabilité est extrêmement importante. Évidemment. Marie, je me tourne vers vous parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans une séquence assez cocorico. En ce moment, il y a eu le salon du Made in France. Là, il y a ce Choose France qui est plus franco-français qu'il ne l'a jamais été. C'est vrai. Est-ce que ça dit quelque chose quand même de la volonté, en tout cas du gouvernement, de mettre un point d'honneur à valoriser la production française? Alors oui, inévitablement. Hein, cette semaine de l'industrie, on est en pleine semaine de l'industrie, ce Choose France, cette exposition Made in France, on est effectivement dans une séquence qui fait un petit peu oublier le reste. C'est aussi une séquence qui ne demande pas au gouvernement, je ne vais pas dire qu'il est en fin de mandat, parce que ce serait terrible, il reste 1 an et demi, même si on se demande ce qui va se passer pendant 1 an et demi. C'est une séquence qui ne demande pas au gouvernement de prendre des décisions. Il n'y a pas de décision de politique publique à prendre. Pas besoin de se mouiller. Ben, pas tellement, finalement. Il y a des belles histoires. Il y en a des plus difficiles, parce que vous êtes les industries du futur. Il faut savoir qu'il y a des industries traditionnelles qui souffrent beaucoup plus. Hein. C'est de la destruction créatrice. Vous allez bien, il y en a qui ne seraient pas venus vous raconter la même histoire sur le plateau. Hein. Vous avez vu, on choisit bien. Hein. Ouais, très très forte. Tout ça pour dire quoi? J'essaye de reprendre le fil de mon... Qu'il y a un bilan contrasté, donc il y a de très belles histoires. Il y a évidemment des choses très belles à montrer aux Français, et c'est là-dessus que le focus est fait aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, profitons-en. Il y a suffisamment de raisons de se plaindre, de râler, que ça va mal dans ce pays. En plus, les Français sont quand même des experts pour ça. Il y a des raisons très objectives aussi par ailleurs, de trouver que les temps sont difficiles. Donc oui, cette séquence finalement, on peut trouver à redire, oui, il n'y a que 9,2 milliards exactement d'investissements nouveaux. Oui, cette enveloppe de 30 milliards, on ne lui dit pas très fort, mais c'est sur les 12 derniers mois. Oui, voilà, on pourrait trouver plein de raisons de trouver que cet événement est un peu hors sol, finalement. Pourquoi on fait du Choose France pour les Français? Parce que ce serait quand même très difficile de faire venir, en ce moment, les investisseurs internationaux dire « la France, c'est fabuleux ». On a quand même évité cette séquence Choose France internationale, même si je suis d'accord avec Alexandra, il ne faut pas opposer l'une à l'autre. Mais ce serait lunaire de faire venir les investisseurs qui nous regardent quand même avec des billes à la place des yeux en ce moment. Du fait du contexte politique, l'instabilité politique, ils ont vu tourner les gouvernements ces derniers mois, et des débats parlementaires auxquels ils ne comprennent rien, mais pour lesquels ils sont sûrs qu'il se passe des trucs très très bizarres. Justement, on va écouter Roland Lescure. Vous donnez raison à la mi-journée. Il a parlé évidemment de ce compromis budgétaire en cours, et il a ironisé sur la situation politique extrêmement compliquée. Vous savez, on est dans une période budgétaire difficile. Le Premier ministre a souhaité pouvoir avancer avec une méthode inédite, 149.3, avec des échanges réguliers avec les parlementaires, j'en vois certains dans la salle ici présents, qui souhaitent tous et toutes que la France dispose d'un budget. Et moi, je suis intimement persuadé que la stabilité politique, elle a de la valeur. Elle a de la valeur pour nous, elle a de la valeur pour vous. Parce qu'un environnement politique stable, c'est aussi un environnement qui permet d'investir. Mais cette stabilité politique, elle ne peut pas se faire à n'importe quel coup. Et je l'ai dit ce matin, et je le redis, et le Premier ministre sera là tout à l'heure pour échanger avec vous dans le cadre d'une table ronde sur le budget avec Amélie de Montchalin. Il est hors de question que la stabilité politique se fasse sur le dos des entreprises. Et donc il faut qu'on trouve des voies de passage qui vont nous permettre de faire en sorte qu'on va tous et toutes contribuer au redressement budgétaire, on en a tous besoin, mais que cet effort il soit équitablement partagé, à la fois en prélèvement obligatoire supplémentaire, on en aura sans doute un peu, mais aussi en économie de dépenses, c'est absolument indispensable. C'est notamment ce que vous a confié le ministre, Marie, dans le cadre d'un entretien au Figaro. Ce contexte, on le connaît, on le décrit. J'ai envie de comprendre comment il pèse
sur vous qui êtes entrepreneur? Est-ce qu'il vous inquiète? J'avais envie de dresser une sorte de liste des plus et des moins. Qu'est-ce qui est positif quand on est entrepreneur en France et qu'on décide de s'inscrire dans cette démarche Cocorico? Qu'est-ce qu'il est moins? J'imagine qu'en ce moment, le contexte politique est du mauvais côté. Enfin, moi, je pense que ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est aussi de se faire confiance, de faire confiance à ses collaborateurs et de faire confiance dans l'écosystème dans lequel on évolue. C'est-à-dire que si on regarde le baromètre politique toutes les semaines, tous les mois, et qu'on essaie d'orienter sa stratégie à quelques années en fonction de ce qui se passe... C'est anxiogène et peu utile. Et c'est peu efficace, je pense. Nous, on essaye encore une fois de faire confiance en nos partenaires, en notre technologie, les labos du CNRS qui nous accompagnent, nos investisseurs. Les institutionnels sont là, l'Agence spatiale française, la région, la Commission européenne. Ça nous donne de la visibilité à plusieurs années en avance. Et donc, c'est bien ça qui, moi, en tant que chef d'entreprise, qui compte. Et puis ensuite, les décisions politiques un petit peu plus quotidiennes, on essaye de les suivre du mieux qu'on peut. Aymeric Grange, une réaction? Ouais, je pense que Thomas l'a dit, on s'inscrit dans le temps long quand on monte une boîte. Et finalement, qu'est-ce qui est important dans une entreprise? Il y a deux choses. Il y a les hommes et il y a l'accès au financement. Les hommes, on a des bassins de talents qui sont exceptionnels. Alors bien sûr, on parle tout le temps des charges sociales. Tout le monde trouve qu'elles sont et les charges patronales, tout le monde trouve qu'elles sont trop élevées. Mais néanmoins, si on compare le coût d'un développeur en France au coût d'un développeur aux États-Unis, même avec des charges sociales plus élevées, je peux vous dire que c'est plus intéressant, on en a plus pour notre argent en France. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. L'autre avantage, c'est qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait depuis le début du quinquennat, du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, pour structurer tout l'accompagnement financier. Maintenant, il y a un très bel écosystème de capital risque. Il y a énormément de soutien de la part des régions, de la BPI. Et tout ça, ça fait que c'est un environnement qui est très propice. Vous vous sentez bien accompagné? Soutenu. Très bien accompagné. Alors évidemment, c'est mieux quand il y a de la stabilité politique. Là, en ce moment, on sent que tous les investisseurs sont un petit peu sur la défensive. Ils sont un peu frileux. Mais structurellement, je pense que la France a vraiment de très beaux atouts. Et voilà, je pense que c'est quand même quelque bilan chose... positif, malgré vous avez trouvé les meilleurs secteurs et les mecs les plus sympas. On est extrêmement optimiste dans cette émission, vous le savez, Marie. Alexandra Dublanc, je me tourne vers vous pour parler de l'Île-de-France. J'ai émis cette idée que l'Île-de-France serait toujours un navire amiral et qu'elle donnerait toujours le ton. Quand on regarde la valeur ajoutée industrielle totale de la France, l'Île-de-France y contribue à hauteur de 17%. 27% des établissements industriels français se créent en Île-de-France. Vous nous avez parlé, là, sur ce sommet Choose France, encore une fois, de la répartition des investissements. Nombreux sont ceux qui sont menés en Île-de-France. On est toujours une région porteuse, une région attractive, une région qui séduit. Oui, et puis pour revenir sur ce sommet, c'est aussi une façon de mettre en avant quand même nos atouts, et on en a tous besoin, et on en a des atouts. Ils ont été énoncés par les entrepreneurs, les talents notamment. On a encore eu 2 prix Nobel, on a le plus grand pool de talents d'étudiants en Europe. Première concentration en termes de talent en IA, en quantique. Je pense évidemment à Saclay. Exactement. Saclay est un pôle absolument majeur d'innovation au niveau européen. Et donc, nous, c'est des secteurs ou des lieux de recherche qu'on met vraiment en avant. Aussi, quand on est les ambassadeurs à l'étranger de la France et de l'Île-de-France, donc on a ces capacités, on a des écosystèmes très forts dans certaines technologies. Alors effectivement, il y a des industries qui se portent un peu moins bien, je pense à l'automobile par exemple, mais on en a où il y a vraiment énormément d'innovation. Enfin, regardez tout ce qui est innovation, on est vraiment reconnu pour ça. Les ingénieurs français sont reconnus dans le monde entier comme vraiment dans le top du panier. Donc on doit miser sur ce sur quoi on est bon, quitte à abandonner. Vous nous parliez tout à l'heure, Marie, de ces industries qui se portent beaucoup moins bien. Alors nous, on n'abandonne pas, on se bat pour des dossiers comme Stellantis à Poissy. On essaye de maintenir cette production en Île-de-France et c'est pas très simple. Mais en tout cas, et nous, on essaie aussi les régions d'être ces pôles de stabilité. Parce que dans le contexte actuel, il y a quand même encore des collectivités qui, elles, ont une majorité, elles sont élues jusqu'en 2028 et peuvent agir comme elles le souhaitent. Donc il y a des relais de stabilité aux échelons peut-être et en locaux, tout cas, on le voit régionaux. même avec nos interlocuteurs étrangers qui savent plus trop à qui s'adresser en France parfois. Par contre, à la région Île-de-France, non, mais parce qu'ils savent que nous, en tout cas, on est là et qu'on continue pour aider. On le fait aussi avec l'État, bien sûr. D'ailleurs, l'indice de confiance des Français est plus fort dans les régions, les municipalités, que dans l'État lui-même, et on ne cesse de le rappeler. Et donc, cet écosystème que vous décrivez, Alexandra, il a l'air rodé, bien installé. Alors,
je veux pas me faire l'avocat du diable autour de cette table parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu ce rôle-là cet après-midi. On nous a aussi soufflé dans l'oreillette parce que cet événement de Choose France pour Tricolore, il se prépare depuis longtemps. Effectivement, on voulait en faire un bel événement pour le pays. On nous a aussi dit ça va permettre de mettre un petit peu la pression à certaines administrations qui ont du mal à tamponner certains projets. C'est-à-dire que on a des règles, on a des normes. L'administration est parfois un petit peu lourde. Et je parle pas du tout de vous. D'ailleurs, personne n'est rentré dans les détails dans cette discussion qu'on a pu avoir. C'est une avec spécialité à la française. Voilà. Et donc, ils nous ont expliqué au sein du gouvernement que tout ça allait forcer à mettre le tampon pour cet investissement qui traîne depuis un peu trop longtemps et que l'événement d'aujourd'hui servait de deadline. Et les tampons, ils ont été mis. Ok, je vois très bien l'idée. Mais vous avez raison de rappeler aussi ce contexte qu'on connaît moins bien, qui en effet, pour le commun des mortels, est moins préhensible parce que ça fait moins partie de notre quotidien. Mais c'est important de bien comprendre comment les choses se passent effectivement pour ceux qui développent des projets. Bien sûr, parce qu'investir, c'est lourd pour une entreprise. C'est des choix structurants, c'est des prises de décision à long terme. Moi, je vous trouve hyper cool de pas savoir combien vous allez avoir de CIR, de crédit impôt recherche l'année prochaine, et de vous dire c'est pas grave, le structurel est bon, mais si on prend un peu de crédit impôt recherche l'année prochaine, c'est pas grave. Ce qui se passe au Parlement, on s'en accommodera. Je trouve ça assez extraordinaire comme démarche volontariste qui va de l'avant. Voilà, bravo. Mais c'est vrai qu'en termes de difficulté, la durée des projets, là, pour le coup, on n'est pas du tout compétitif. Ah bon. Par rapport, par exemple, à nos voisins, l'Allemagne. Enfin, bien sûr. Et on a très bien vu pendant les JO qu'on était capable, sur des projets exceptionnels, d'accélérer. Et nous, on se bat avec Valérie Pécresse pour qu'il y ait des projets d'intérêt régional majeurs, donc plus de 100 millions d'euros, où on allège toutes ces normes, etc., pour aller plus vite. Parce qu'on se rend compte de la durée des projets, notamment industriels, c'est indécent. C'est faramineux. Thomas Iréa. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, Alexandra, sur les investissements en Allemagne, le spatial militaire en Allemagne, il y a eu une annonce il y a quelques semaines, c'est 35 milliards étalés sur 5 ans. L'annonce qui a été faite par le président de la République la semaine dernière, je crois, c'est un petit peu plus de 4 milliards. Voilà, donc il y a quand même un gros gap. Alors après, il y a un contexte budgétaire qui est difficile. On ne peut pas arroser l'ensemble des deep tech françaises de subventions ad vitam aeternam. Il faut aussi que chacun trouve son marché, trouve son produit, sa techno. Et il faut qu'on sache aussi vivre de nos propres ailes, ça j'en ai bien conscience. Il y a eu la tentation pour vous, par exemple, de vous tourner vers l'Allemagne, qui est, évidemment, on sortirait d'une souveraineté nationale totale, mais est-ce qu'il y a eu une tentation à un moment ? Peut-être, mais en tout cas, si tentation il y a, ce sera pour y trouver un marché. C'est-à-dire qu'on a des partenaires en Allemagne, on a potentiellement des clients. Ces clients vont vivre peut-être des subventions allemandes qui ont été annoncées dans le cadre de ce plan à 35 milliards. Nous, on s'inscrira, je l'espère, dans une démarche plutôt commerciale en tant que partenaire. D'accord, je comprends. Aymeric Grange, je voulais vous demander si, dans le cadre justement de votre parcours d'entrepreneur, il y a eu des moments où vous vous êtes dit « Non, ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher de produire en France, ce n'est pas le bon calcul. Mon business model serait plus viable si je produisais, pour le coup, peut-être pas en Allemagne, mais un peu plus loin dans le monde, dans un autre pays, pourquoi pas en Chine. Quelle a été votre réflexion et comment vous en êtes resté à cette idée de « non, moi justement, mon engagement, c'est de produire français ». Je pense déjà, c'est une conviction personnelle. Je veux dire, à un moment, si tout le monde quitte le navire, c'est normal que le pays aille pas bien. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des entrepreneurs de faire en sorte d'entreprendre en France. Enfin, voilà, moi, j'aime la France et j'ai envie que le pays réussisse. Et après, d'un point de vue plus pragmatique, nous, on est une boîte qui est engagée, écolo. Produire en Chine, c'est complètement contradictoire avec cette valeur-là. Et après, je pense qu'il y a un troisième point. C'est qu'on voit bien sûr les coûts de produire en France, on ne voit pas tous les bénéfices, et notamment les bénéfices quand il y a des problèmes. Quand il y a le Covid, quand il y a la guerre en Ukraine, en fait, quand on produit en Chine, on se prend d'un coup des délais monstrueux, alors que quand on produit en France, on a notre destin entre nos mains. Donc on maîtrise la situation, on est maître de son entreprise et de son destin. On est beaucoup plus réactif. Et donc, on évite plein d'écueils. Alors, bien sûr, si on regarde juste le bas de ligne à un instant T, peut-être que c'est mieux d'aller produire ailleurs. Mais si on prend une vision un peu plus dynamique des choses, on se protège quand même beaucoup en étant en France. Une réaction. Et puis aussi également sur l'aspect souverain d'une technologie comme la nôtre, il faut aussi quand même se rendre compte que quand on va travailler avec des fournisseurs, des partenaires, des usineurs dans d'autres pays, on doit leur envoyer de la donnée. On va leur envoyer des plans, on va leur envoyer une partie de notre technologie du moteur. Donc c'est forcément une perte de souveraineté vis-à-vis de notre capital intellectuel, de la propriété intellectuelle qu'on a. Et c'est pas ce qu'on veut évidemment, a fortiori sur des systèmes critiques qui peuvent être amenés à équiper des satellites militaires notamment. Ou du gel douche.
Ou du gel douche, évidemment. Magnifique transition. Sébastien Lecornu a dit cet après-midi que certaines taxes votées n'auront jamais d'application réelle. C'est vrai de le penser, c'est rassurant aussi pour ceux qui nous écoutent. Vous parliez tout à l'heure d'inflation au niveau d'inflation fiscale finalement, d'inflation au niveau de ces taxes. Le résultat final sera moins tragique que ce qu'on voit. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, mais ce sera factuellement vrai parce que l'Assemblée nationale, elle a voté donc beaucoup de hausses d'impôts, surtout pour les entreprises, mais il y a des choses qui ne sont pas constitutionnelles, il y a eu des bugs sur des amendements. Il y a un très bon papier dans le Figaro de ce week-end, je vous invite à aller le retrouver sur le site internet, qui raconte tout ce qui ne se fera pas finalement à la fin. C'est là pour nous rassurer, pour nous mettre un peu de baume au cœur, notamment les entrepreneurs. Et surtout les entrepreneurs. Parce qu'ils s'en prendront de la hausse de taxes l'année prochaine. Roland Lescure l'a dit. Tout le monde doit participer, les entreprises aussi, évidemment pas à la hauteur de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Soyons raisonnables, a-t-il dit. Mais tout ça pour reprendre, je perds encore le fil. Il a raison, Sébastien Lecornu, de dire que tout ce qui a été voté ne sera pas appliqué. Et tant mieux. Oui, et tant mieux. Une réaction... C'est l'emploi et la croissance du pays. C'est pas un dogme bien sûr. de ne pas taxer les entreprises. C'est l'emploi et la croissance du pays qui en dépendent. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord. Alexandra Dublanche, une réaction sur la présence de Chine au BHV. On sait évidemment que ça a généré énormément de discussions, beaucoup d'avis négatifs sur la présence du géant chinois dans un grand magasin parisien. On voit que du côté des recettes finalement commerciales, c'est loin d'être fantastique. Quelle est la conclusion? Quel est le bilan? Moi, à titre personnel, je trouve ça désastreux. Et puis aussi comme message de la part du BHV, d'accueillir une telle entreprise qui ne respecte aucune règle. Voilà. Après, je comprends qu'il y ait une clientèle de Français qui souffrent par leur pouvoir d'achat. Mais on ne peut pas avoir des messages complètement contradictoires. Et donc voilà, je trouve que ce n'était pas très heureux. Après, juste pour revenir sur Sébastien Lecornu, effectivement, les taxes qui ont été votées, je crois que c'est 53 milliards en plus pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Tout à fait. Mais c'est juste énorme, alors que nos entreprises sont déjà parmi les plus taxées au monde. Donc effectivement, après, j'espère qu'il y aura effectivement un peu de bon sens pour revenir en arrière. Mais bon, il y a des décisions quand même validées par le gouvernement, comme la suspension de la réforme des retraites, qui n'arrangent pas les choses. Donc je suis assez sceptique, mais il ne faudrait pas que cette opération, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations un peu de câlinothérapie aussi, mais moi que je trouve quand même positive, il ne faut pas que ça soit complètement contredit par le vote du budget voté derrière et qui plombe nos entreprises, sachant que je pense que les entreprises ne demandent pas plus d'aide, elles demandent un allègement des charges, un allègement des normes, et c'est comme ça qu'on peut les aider au mieux. Rapidement, messieurs, un dernier mot sur vos attentes. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous permettrait de continuer à investir et à produire sereinement? En une phrase chacun. Je suis désolée, on va manquer de temps sinon. Je voulais revenir juste très rapidement sur ce qu'on dit. Le CIR, oui, c'est un sujet, mais moi, ce qui m'importe davantage, c'est d'assurer la pérennité de la société, encore une fois, dans le temps long. Donc le sujet, moi, qui me préoccupe aujourd'hui, c'est, quand on réfléchit à ce temps long, comment on arrive à financer des innovations de rupture, qui mettent longtemps à sortir de terre, qui sont accompagnés de marchés qui eux-mêmes sont en train d'émerger et qui ont également besoin de temps pour se développer. Donc c'est comment on arrive à trouver des capitaux sur des tours de table un peu plus importants, post-série B, post-série C. Peut-être comment aussi on favorise les rapprochements grands groupes, PME, ETI plus et de synergie. Exactement. Aymeric Grange, de votre côté? Je pense qu'un petit peu plus de flexibilité sur le marché du travail, ce serait pas mal. Et on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci beaucoup Alexandra Dublanche, merci beaucoup Marie Viseau. Et on continuera à suivre évidemment les conclusions de ce salon Choose France. On passe tout de suite à l'entretien culture. Aujourd'hui, dans l'entretien culture, on parle de cette très belle exposition Impressionnisme, résonance de Jonathan Bertin. C'est à la Galerie Porte-Baie, dans le 10e arrondissement parisien, et c'est l'histoire d'une rencontre qui mêle photographie et peinture pour nous raconter nos territoires avec beaucoup de poésie. On en parle avec vous, Jonathan Bertin. Merci beaucoup d'être là. Vous nous avez apporté de magnifiques ouvrages. Je vais déjà montrer celui-ci qui est absolument sublime. Qu'est-ce qu'elle est agréable, cette matière. Pardon. Vous êtes un photographe de la couleur. Vous vous définissez vous-même comme un artiste de l'ultra banal. Il va falloir nous expliquer pour que ça soit plus clair. Exactement. Merci pour l'accueil. Travailler le banal, pour moi, c'est vraiment s'inspirer du quotidien, de tout ce qu'on va avoir à notre portée. Ça peut être
Ça peut être la lumière, ça peut être les couleurs, ça peut être les gens, ça peut être les formes. C'est vraiment prendre le parti d'essayer de s'émerveiller au quotidien de notre environnement. Et ça change le regard, ça change notre façon d'être. Et moi, c'est quelque chose qui me porte énormément de travailler avec toutes ces choses et d'essayer de sublimer, de montrer aux gens que y a plein de petites choses qui sommeillent autour de nous, qui demandent juste à être regardées, et que l'inspiration, elle vient comme ça, en se laissant emporter par tout ce qui nous entoure. C'est une vision très poétique du monde aussi, puisqu'on pose un regard différent sur ce qui nous entoure au quotidien. Exactement, et c'est ce que j'essaye de transmettre. Il y a ce regard un peu impressionniste, comme avaient les peintres, de documenter le quotidien. J'allais vous demander quel était votre lien avec les impressionnistes. Je suis normand déjà, donc déjà, on a la même terre d'inspiration, et c'est là où j'ai passé les 28 premières années de ma vie, c'est là où j'ai fait mes études en tant que photographe. C'est là où vous avez eu envie aussi d'être photographe en arpentant les paysages normands, au contact finalement de ces paysages, de la beauté de ce que vous découvriez. Vous avez fait vos premiers essais. Exactement, c'était vraiment les prémices. Et entre-temps, j'ai commencé à découvrir la photographie en Normandie, et j'ai eu l'occasion, de par mon métier, de beaucoup voyager aux quatre coins du monde. Ça nous vaut notamment Séoul, l'impressionnisme. Vous avez voyagé où et qu'est-ce que vous en avez rapporté ? J'ai voyagé pas mal dans tous les continents à peu près, et justement, impressionniste, ça a été à la base une commande de la région Normandie qui m'a missionné pour illustrer le travail des peintres et notamment les paysages qui les ont inspirés à l'occasion des 150 ans du mouvement. Sauf que, étant normand, c'est des paysages que j'avais déjà photographiés et il y a eu cette intuition de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une approche de la photographie impressionniste en travaillant sur le quotidien, le flou, le mouvement, créer cette espèce de vibration, cette intonation dans les couleurs qui m'est propre. Oui, vous aimez le mouvement, vous regardez aussi beaucoup la lumière évoluer, se déplacer. En 2023, vous répondez donc à cet appel à projet de votre région, la Normandie. Vous réalisez cette série. C'est une œuvre unique qui est très poétique. Comment est-ce que vous avez envisagé la mission ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que vous vouliez donner ? Qu'est-ce que vous vouliez livrer ? Je pense que il y a déjà un côté hommage où c'est les paysages et les choses qui m'ont touché dans mon enfance, dans tout ce que j'ai pu connaître au fil des années. Et il y a aussi un certain témoignage de se replonger dans tout le travail des peintres. J'ai beaucoup appris sur l'impressionnisme, sur son rapport avec la photographie. C'est quand même deux mouvements qui sont arrivés à peu près au même moment. Il y avait plein de ponts, je pense notamment au frère Caillebotte. Il y en avait un qui était peintre, l'autre qui était photographe. Gustave Caillebotte. Donc il y avait plein de petites choses qui s'interchangeaient, notamment des silhouettes du frère photographe qu'on retrouvait dans les peintures, etc. Et il y avait aussi, effectivement, je pense à Degas, qui avait une peinture impressionniste très photographique dans ses cadrages. Donc, il y avait plein d'atomes crochus qui se sont révélés au fil de mon espèce d'enquête artistique. Et c'était très touchant de découvrir ça. Puis moi, j'ai grandi à Honfleur. Donc, Honfleur, c'est Boudin. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Même, je pense, à la ferme Saint-Siméon aussi, avec cette espèce d'ancienne auberge qui a accueilli tous ces grands peintres. Il y a tout un héritage aussi, bien sûr. C'était très touchant de découvrir tout ça. Votre travail est aujourd'hui exposé à la galerie Porte B. Vous y mêlez photographie, édition sensorielle, des créations olfactives, de la musique, du documentaire. C'est une sorte de voyage que vous nous proposez un peu dans votre tête. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est important de transmettre ces émotions de la façon la plus complète possible. Parce que l'impressionnisme, c'est pas juste... agiter le pinceau, c'est se connecter à ce qu'on voit, ce qui nous touche et l'exprimer. Et donc on peut l'exprimer. Donc c'est un lien très intime avec ce qui se passe devant l'œil. Exactement, oui. C'est comment on voit les choses vibrer. Moi, je considère vraiment que j'essaie de voir le monde avec une temporalité différente. Oui. Et comment ça va se passer d'un point de vue plus technique, c'est que la photographie, on l'associe souvent à l'instant. Oui, c'est quelque chose de très posé, c'est figé. Vous aimez suggérer plutôt que montrer. Je dirais même qu'on illustre plus à un moment. En fait, il faut se dire que les photographies qu'on voit, ça va pas être un clic, ça va être un clic où on va laisser la lumière. Moi, ça me fait penser, vous savez, aux bonbons un peu d'antan, de ces sucettes chaudes en Normandie. Ah oui, comment ils s'appellent? Pas les arlequins, mais les berlingots. Tout à fait.
le travail du sucre comme ça, et je trouve ça hyper joli. Et en effet, le fait de ne pas nous imposer une idée figée, quelque chose qui nous est donné à voir et qui ne peut être autre chose que ce qu'on voit, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous ramène beaucoup à des souvenirs d'enfance, à quelque chose de très intime et à nous directement. Je trouve que ça parle beaucoup au niveau du ventre. Oui, il y a un côté assez subjectif, c'était très touchant quand on l'a exposé, notamment la toute première exposition de cette série, c'était durant le festival Normandie impressionniste dans l'abbatiale Saint-Ouen. Et les tirages en énorme, les gens voient des choses que je ne vois pas. Et après, ils me disent que j'ai vu un dragon, j'ai vu une silhouette danser. C'est assez touchant. Et après, notamment là, dans le pelage de cette image-là, dans le pelage du chien, on voit une espèce de silhouette de robe qui danse. Donc il y a plein de choses à voir et à revoir où moi, ça me touche personnellement de savoir que d'autres personnes puissent ressentir des choses ou voir des choses que je n'ai pas vues. Ce qu'on remarque évidemment dans votre travail, c'est la couleur, le mouvement, cette impression de flou, ces courses hippiques. Extraordinaire, je trouve que c'est absolument magnifique. Mais nous, on a envie de comprendre comment vous faites, comment est-ce que vous réussissez à faire ce clic long. En fait, ça va dépendre des sujets. Par exemple, il y a une photo de la cathédrale de Rouen. Oui, cette photo, c'est votre cathédrale de Rouen. Elle a été un peu spéciale puisque j'ai eu la chance de photographier depuis la fenêtre exacte depuis laquelle Monet a peint 12 de la série d'étoiles des cathédrales à Rouen. Beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, beaucoup d'émotions, de se retrouver seul dans cette pièce, de se dire que c'est une partie de l'histoire de l'art qui est là. Et malheureusement, la cathédrale ne bouge pas. Donc c'est moi qui vais créer ce mouvement. Alors que la course hippique, les chevaux, eux, bougent. Donc ça dépend des sujets, en fait. On doit s'adapter constamment et juste anticiper le mouvement, anticiper les différentes trajectoires. Et c'est là où ça devient intéressant. Et parfois, on ne sait pas trop ce qu'on regarde. On ne sait pas trop si on regarde une photo ou une peinture. Là aussi, c'est très intéressant parce que du coup, on se pose. Il y a des clichés où c'est plus vrai que d'autres, je trouve aussi, mais où on se pose vraiment la question de l'objet d'art qu'on regarde. Ça aussi, ça vous intéresse de brouiller un peu les pistes pour les. C'était un peu l'intuition de base de se dire, quand il y a eu cette commande de la Normandie, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une photographie qui ressemble à la peinture ? Et donc, si certaines font des fois, ça pourrait être de la peinture qui ressemble à de la photo aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas mal. C'est là où je trouve ça assez génial. Il y a des gens qui sont venus. C'est sûr que si on me connaît pas et qu'on connaît pas le contexte de la série et qu'on sait pas que je suis photographe, il y a des gens qui viennent et me disent non mais c'est pas une photo ça. Je leur dis si c'est une photo. Donc c'est là où c'est pari réussi. Ouais, vous dites que le travail de la texture, du flou est impeccable. Ça y est, je suis peintre. Ça y est, je suis peintre. Les choses sont faites. J'aimerais connaître vos émotions quand vous regardez, par exemple, cette silhouette seule face à la mer, avec ce soleil qui se reflète dans l'eau. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que ça dit pour vous à ce moment-là ? Cette image-là, elle était très spontanée. À la base, j'étais en train de manger sur la plage du Havre et j'ai vu cette espèce de percée dans les nuages avec cette réflexion orange et tout ce ciel gris. Je cours, je sors de table avec mon appareil et là, je tombe face à cette silhouette où il y avait une espèce de magie de voir quelqu'un seul apprécier ce coucher de soleil. J'aime beaucoup avoir des silhouettes dans mes photos. J'estime que c'est une espèce de porte ouverte à s'inviter à la place de cette personne qui contemple. Et c'était assez magique. J'avais l'impression presque de voler ce moment à cette personne ou de l'illustrer, de l'embellir. Ouais, moi, ça me rend un peu mélancolique. Ça dépend des gens. Il y a des gens que ça apaise, il y a des gens où c'est plus la mélancolie. C'est libre à chacun et c'est ça aussi qui me plaît dans cette expression visuelle, c'est que chacun y trouve ce qu'il a envie et c'est là où moi ça m'émeut parce que c'est ça aussi, c'est ouvrir une porte. L'art, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un cliché qui vous a ému plus qu'un autre en le réalisant ou peut-être après au tirage ou après en le découvrant, en voyant les gens se l'approprier? Elles ont toutes une petite saveur particulière. Je pense à celle du chien. Oui. Parce que c'est un chien qui a une histoire, c'est le chien de ma famille. C'est un chien qu'on a récupéré d'une association, parce qu'en Espagne, les galgos, les lévriers, sont utilisés par les chasseurs et dès lors qu'ils ne fournissent plus les résultats souhaités par les chasseurs, ils les maltraitent et ils les torturent. Du coup, il y a des associations qui les récupèrent. Quand elle est arrivée dans notre famille, c'était très dur pour elle. Elle ne pouvait pas s'approcher d'un humain à moins de 5 mètres. Et aujourd'hui, c'est le chien de famille qui revit, qui renaît, la voir avec ses flammes et cette espèce de tension dans son attitude, ça me réjouit. C'est une sorte de renaissance, oui, ça vous réjouit. il y a ça, oui, c'est pour ça, elle a une saveur toute particulière. Vos créations, elles ont été intégrées à la collection Hermès de photographie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça dit de votre travail et d'une forme d'accomplissement? C'est très touchant. Je prends ça comme un gage de confiance, une validation, et ça me permet de continuer plus loin parce que je sais qu'à partir du moment où il y a ce gage de confiance,
ça va m'ouvrir des portes. C'est libérateur ? Ouais, c'est libérateur et surtout, ça part quand même d'un challenge de se dire est-ce qu'on va réussir à avoir une approche de la photographie impressionniste et savoir qu'il y a une institution comme Hermès qui valide cela. C'est beaucoup. Ça me conforte dans mon idée que potentiellement le challenge est réussi. Vous êtes quoi ? Vous êtes photographe impressionniste ? Photographe. De l'ultra banal, vous disiez. De l'ultra banal, bah oui, c'est que des scènes du quotidien. Moi, je trouve ça tout sauf banal, ce que vous faites. Hein. C'est peut-être le mouvement qui emmène le quotidien ailleurs et qui le rend moins banal, mais c'est que des choses que j'ai eues autour de moi pendant des années, donc c'est magique de voir qu'elles prennent autant de puissance en France et ailleurs. Vous voyez faire quoi maintenant ? Continuer à approfondir ces techniques, ce regard si singulier que vous posez sur le monde et sur les instants du quotidien, ou expérimenter d'autres choses pour d'autres projets ? C'est très difficile. J'estime vraiment que chaque projet, le reflet d'un état d'âme ou d'une sensation du quotidien. Donc aujourd'hui, je suis dans cette esthétique un peu floue. Je prépare d'autres projets, notamment sur Séoul, où il y a un rapport à la couleur qui est très spécial et qui Séoul que vous avez déjà immortalisé dans cet album magnifique qu'on a avec nous. Et qui, encore une fois, présente un travail magnifique, là encore plus peut-être sur la lumière qui est encore plus omniprésente et qui est travaillée. Il y a beaucoup de néons dans cette ville et une lumière qui peut être très vive et qui est magnifique. Pardon, je vous ai coupé. C'était essentiel pour moi de documenter cette ville et je trouve que c'est un dialogue qui vient approfondir le sujet. On est quand même sur un environnement très urbain, très différent de la Normandie, très coloré, très différent de la Normandie et j'ai eu un accueil assez chaleureux à Séoul, donc c'était important pour moi d'illustrer cette ville. Et vous êtes donc exposé à la galerie Porte B. On peut découvrir cette exposition magnifique. C'est dans le 10e arrondissement. Votre exposition Impressionnisme Résonance, c'est signé Jonathan Bertin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et bravo pour ces deux magnifiques ouvrages. On passe tout de suite à l'histoire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous consacré à l'histoire, nous allons évoquer le Paris d'un auteur complexe, Céline. Merci beaucoup. Louis-Ferdinand Céline a sans aucun doute eu une relation ambivalente avec Paris, lieu de ses désillusions autant que du réenchantement. Le Paris de Céline se confronte évidemment avec l'histoire de France et nous renvoie à la comédie humaine dépeinte par l'écrivain. On en parle avec vous, David Labreur. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous nous avez apporté votre ouvrage. Vous êtes auteur de Louis-Ferdinand Céline, d'un Paris l'autre, également directeur du musée et des archives de la maison d'Auguste Comte et docteur en lettres modernes. C'est ça. J'ai déjà envie de vous demander pourquoi vous vous êtes penché sur Louis-Ferdinand Céline, qui est quand même un auteur complexe, controversé, aussi bien écrivain le plus diffusé dans le monde que collaborationniste et antisémite notoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un homme de contraste. Oui, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, effectivement. Oh, je me suis intéressé à Céline, on va dire, vraiment par la lecture du premier texte, c'était Voyage au bout de la nuit, qui traînait dans la bibliothèque de mon grand-père, donc ça remonte à l'adolescence, on va dire. Et vraiment, je n'ai pas quitté l'écriture de Céline à partir de ce moment-là. Au début, on n'apprend pas tout de suite qu'il est antisémite, on n'apprend pas tout de suite les horreurs qu'il a pu dire, mais ça s'apprend un peu plus tard. En fait, je m'y suis réintéressé beaucoup plus tard parce que ça combinait deux de mes passions. Alors déjà les littératures et aussi l'histoire de la médecine et l'histoire des sciences. Et j'ai fait ma thèse en fait sur le côté médecin de Céline. Dans les années, début des années 2010, j'ai soutenu en 2017 ma thèse sur hygiène et hygiénisme chez Louis-Ferdinand Céline. Donc c'est un intérêt très ancien, d'abord pour les romans, évidemment, pour la langue, pour le style, et puis j'ai voulu vraiment m'intéresser à son aspect médecin, à tout ce qui pouvait toucher à la médecine chez lui. Et c'était très intéressant de voir que la médecine est vraiment transversale à toute son œuvre. Il le dit lui-même, je suis un médecin qui trouve le temps d'écrire. C'est pas tout à fait cette phrase-là, mais c'est ce qu'on trouve dans votre ouvrage. C'est quelque chose comme ça, oui. Et c'est un homme qui a marqué l'histoire, qui nous permet aussi de nous y replonger. Et c'est ce que vous présentez dans cet ouvrage. On se replonge dans la grande histoire de France, puisqu'il traverse une période qui est quand même extrêmement riche et importante de notre histoire. Et puis, on se replonge dans l'histoire de Paris aussi. Effectivement, il est contemporain de toute la première moitié du XXe siècle, en gros. Donc, il y a deux guerres, il y a un bouleversement industriel, il y a énormément de choses qui se passent pendant ces 50 ans, en gros. Et effectivement, il traverse le siècle. Il est un écrivain de son siècle aussi. Écrivain de son époque, bien sûr. Ah oui, c'est un écrivain de son époque. C'est un très bon descripteur. C'est quelqu'un qui arrive. Je disais tout à l'heure qu'il nous renvoyait une forme de comédie humaine, de peinture, de fresque de la société.
Oui, et je pense que dans cet entre-deux-guerres qui était déjà très... cette après-guerre, voilà, il y avait besoin encore de cette littérature très réaliste, avec des descriptions des émotions, quelque chose qui va au plus près de l'âme humaine, quelque part. Et c'est vrai que lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui touche aux émotions. Dans la littérature, est vraiment fondé sur les émotions. Il parle de la primauté du langage oral, quelque part, dans sa littérature. Il a essayé, c'est ce qu'il dit, sa petite musique, c'est d'avoir mis l'oralité dans la littérature et dans la langue écrite. Avec beaucoup de talent. Voilà. C'est un homme de contraste qui nous donne à voir aussi un Paris avec énormément de contrastes. Ouais. Lui, il ne nous montre pas le beau Paris, les grands boulevards, les jolis monuments, c'est les faubourgs, le petit peuple. C'est ce Paris moche. C'est un autre Paris, pas forcément moche, mais c'est un Paris des gens qui n'ont pas grand-chose, qui sortent de la guerre aussi avec peu de moyens. Il y a une forme de misère quand même dans ce qu'il nous présente. Il y a la misère, évidemment, il parle de la misère, mais qu'il essaye toujours de réenchanter. Il essaye toujours de réenchanter la ville quand même à travers ces personnages, voilà, parfois un peu croquignolesques, ou parfois avides, parfois méchants, parfois sans scrupules, même dans les couches les plus basses de la société. Il arrive quand même à tout réenchanter par parfois un rythme, une musique qu'il arrive à donner à sa littérature. C'est ça qui est incroyable chez lui. C'est cette capacité à voir dans cette noirceur quelque chose malgré tout. Voilà, et d'essayer en tout cas de donner quelque chose, de donner un sens à sa littérature, mais un sens vraiment très musical. Et j'insiste beaucoup parce que c'est vrai que la langue de Céline, pour moi, c'est vraiment d'abord et avant tout de la musique, du rythme. Et c'est ça qui m'a séduit, je pense, très tôt. C'est cette... voilà. Et effectivement, le Paris... Je crois que j'ai extrait une citation qui décrit très bien ce que vous essayez de nous expliquer. Paris, jolie ville croupissante, gentiment agonique entre la noble place des Vosges et le musée Carnavalet. Parfait, la ville la plus malsaine du monde, la plus emboîtée, la plus encastrée, infestée, confinée, irrémédiable, c'est Paris. Un cul-de-sac pris dans un égout, tout mijotant de charognes, de millions de latrines, de torrents de mazout et pétrole bien brûlant, une gageure de pourriture, une catastrophe physiologique préconçue, entretenue, enthousiaste. Là, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique. Enfin, il y a une espèce d'enchaînement verbal comme ça, enfin, une espèce de logorée qui est extrêmement musical. Enfin, vraiment, c'est comme un torrent, un flot. Et c'est vrai que sa langue, je la ressens comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont rebutés par la langue de Céline, ce qui est totalement compréhensible. Mais moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a séduit, cette espèce de musique. Et c'est vrai que le Paris de son époque est très contrasté. Je dis, c'est l'après-guerre. Il y a beaucoup de gens qui traînent dans les rues, qui sortent de la guerre vraiment très abîmés, très amochés. C'est une ville qui est très polluée. Il y a toujours, les usines crachent leur fumée. Enfin, mais il nous montre le vrai. Il nous montre une certaine forme réelle qui est vraiment l'envers du décor de ce Paris des merveilles, ce Paris brillant qu'on voit à la Belle Époque. C'est vraiment un Paris tout autre, en fait. Et il dit Paris n'est pas une fête, c'est un piège. Oui. Pourquoi c'est un piège ? Paris n'est pas une fête. C'est un piège pour ses habitants, en fait. Je crois qu'il dit que c'est un piège pour ses habitants parce que, effectivement, il parle par exemple du métro qui engloutit tout. Il parle de la Seine qui engloutit. Enfin bon, voilà. Il sent que la ville aspire un peu ses habitants quelque part, qu'elle les traîne vers le bas et que voilà, les empêche en gros de s'épanouir, de vivre décemment quelque part. La ville, c'est vraiment ce qui aspire ses habitants. Alors que lui aimerait au contraire que les Parisiens aillent à la campagne, il aimerait étendre Paris à la Normandie presque, il voulait créer de grands axes qui vont jusqu'à la Normandie, jusqu'à la mer pour que les gens puissent respirer, s'échapper un petit peu de cette pollution. Dans ces idées de pratiques hygiénistes dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est très très lié. Pourtant, il a passé une grande partie de sa vie, et c'est aussi ce que vous nous racontez, entre Paris et sa région. Oui, entre Paris et la banlieue, effectivement. On le voit comme un écrivain parisien, mais c'est d'abord un écrivain banlieusard. Déjà, il est né à Courbevoie. Il est né à Courbevoie, 1894. Alors, il est resté très peu de temps à Courbevoie, sa petite enfance. Il a déménagé à Paris en 1897. Donc, voilà, il n'est vraiment pas resté. Après, il a connu la rue de Babylone, puis ensuite, après le passage Choiseul. Le passage Choiseul, qui est finalement le décor de Mort Ah oui, qui est l'un des décors de Mort à Crédit, mais peut-être le plus célèbre. Oui. Voilà, le passage, c'est pas croyable comme croupissure. Voilà, enfin bon, il est déjà confronté au manque d'hygiène. Sa mère qui faisait... Pourtant, ça fait partie des jolis endroits, non ?
Maintenant, oui. À l'époque, non. C'était l'hygiène y était douteuse. Il y avait des becs de gaz, il y avait l'odeur des becs de gaz. Sa mère qui faisait des nouilles pour pas que l'odeur imprègne la dentelle. Enfin bon, il y a toute une panique de l'odeur, une panique du microbe, une panique de l'hygiène quelque part. Et le passage Choiseul qui est vraiment, un passage justement emblématique de son histoire et de son œuvre. Oui, complètement. C'était un lieu, de manque d'hygiène total. Et c'est vrai que le Paris qui suit après, c'est le Paris du Palais Royal, c'est le Paris des commerces. Il est en apprentissage, alors il fréquente les commerces. Il est en apprentissage chez des bijoutiers notamment. Et tout est concentré autour du Palais Royal. Donc là, on est vraiment dans un quartier. C'est là aussi qu'il découvre le cinéma, le théâtre, qui s'initie au monde de la culture avec sa grand-mère. Notamment, il découvre le théâtre. Est-ce que là, il réenchante un peu Paris en découvrant le théâtre, le cinéma? Dans Mort à crédit, par exemple, ou dans d'autres romans, ces souvenirs-là sont vraiment des souvenirs brillants, où vraiment, effectivement, le souvenir aussi contrasté de l'exposition universelle de 1900, où il voit... Qui nous est présenté comme la gloire de Paris, le faste absolu. C'était pas tout à fait ça. Non, lui, c'est le vacarme des machines, le bruit, le boucan insupportable des gens. Et c'est vrai que... Pardon, mais c'est un vrai Parisien. C'est un vrai Parisien il râle. C'est un Parisien moderne, quelque part, qui râle beaucoup. C'est vrai, il se plaint des transports. Il se plaint de tout. Il se plaint du métro. Il aurait été un invité formidable dans Bienvenue en Ile-de-France pour se plaindre de Paris et de sa région. Et oui, comme quoi, on se plaint de Paris depuis bien avant. Tout à fait, bien avant Anne Hidalgo, vous avez raison de le rappeler. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un collaborationniste notoire, antisémite. Il y a une période qui évidemment nous intéresse, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale, celle de Paris à l'heure allemande. Est-ce qu'il y a des lieux, puisqu'en fait vous avez retracé son Paris, les lieux qui l'ont marqué, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des lieux qui sont emblématiques de son antisémitisme et de son parcours collaborationniste? Alors oui, il fréquente les cercles collaborationnistes. Il a toujours cette indépendance qui le fait ne pas être un collaborateur permanent aux journaux, mais il envoie des lettres, bref. Il est engagé, mais est quand même intimement. Engagé même idéologiquement. Oui, bien sûr. C'est ce qui est le plus marquant chez lui, c'est qu'il y a un racisme et un antisémitisme indiscutable et véritablement extrêmement marqué dans le langage, dans les idées. Par exemple, dans les lieux emblématiques, on peut citer le Palais Berlitz, pas très loin du boulevard des Italiens, je crois, c'est le boulevard des Italiens, ou rue des Capucines, je ne sais plus, mais c'était là où avait lieu une exposition qui s'appelait Le Juif et la France. Voilà, donc c'était une grande exposition. Vous imaginez à peu près ce qu'il peut s'y trouver, avec des portraits, des caricatures. Et grâce à vous, on peut retracer son parcours dans Paris et l'ensemble des lieux qui ont fait aussi cet auteur, ainsi que ses interactions avec Paris. À la fin, qu'est-ce que vous en retenez? Et de Céline et de son lien à Paris? C'est un Parisien assez en amoureux quand même s'il se plaint beaucoup de la capitale. Il l'a quitté pour quelques voyages. Qu'est-ce qu'il est moderne. Mais je pense que c'est un vrai amoureux de Paris quelque part. Il n'enjolive pas. Et effectivement, il trouve que la vie est dégoûtante. Moi aussi, des fois, Paris, on peut trouver ça sale et tout, mais j'aime cette ville, je l'aimerais toujours. Je pense que lui a toujours aimé sa ville. Et par exemple, dans ses derniers moments à Meudon, lorsqu'il revient de son exil au Danemark, l'un de ses plaisirs, c'est de contempler la Seine depuis sa résidence à Meudon. Il ne faut jamais être trop loin. Voilà, jamais être trop loin de Paris. Mais quand on est trop près... Voilà, c'est ça. Et quand on est dans Paris, je pense que vraiment les transports, tous ces transports, les transports en commun à Paris qui prenaient vraiment beaucoup d'importance. Il le vit comme une agression. Il le vit comme une agression, vraiment, c'est vrai. Les tramways, je vous dis ce qui engloutit la foule. Donc il a une approche de Paris qui est très ambivalente, mais en même temps, je pense qu'il était sincèrement amoureux de Paris, même si, justement, le fait d'en montrer les côtés sombres, ça montre à quel point il s'est intéressé profondément. Et voilà, profondément. Ça donne un ouvrage absolument magnifique, très bien documenté, très bien illustré également, qui nous permet de plonger dans le Paris de Louis-Ferdinand Céline. Merci beaucoup, David Labreur, d'être venu nous le présenter sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On était ravis de vous recevoir et c'est une plongée absolument passionnante, à la fois littéraire et historique, dans ce Paris. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV et je vous donne rendez-vous demain 19h. Merci beaucoup.